Alors, cette année, Arnaud, vous me faisiez la réflexion, c'est marrant, le public est plus jeune que d'habitude. Oui, c'est peut-être en lien avec le thème. Il faut dire qu'on va effectivement parler de l'Internet, du business sur Internet. C'est quoi le thème précisément? Le thème, en fin de compte, pour être très clair, c'est la manière dont on peut utiliser Internet en tant qu'accélérateur de business quand on est un créateur d'entreprise ou qu'on a envie de faire transformer sa petite entreprise en une vraie entreprise de croissance. On sait très bien ce qu'il en est, les statistiques viennent de sortir il y a quelques jours. Plus 20% de ventes l'année dernière de ventes sur Internet. Hein. Sur le business en ligne. Dans l'e-commerce, je pense qu'il faut avoir une très forte composante IT. Et on ne le souligne pas assez, mais le point commun entre ces quatre sociétés et le point fort de Deezer, c'est la qualité du développement logiciel. Derrière Deezer, il y a vraiment des génies à la technique qui arrivent à affronter des techniques de scalabilité, de développement cross-platform, de servir des gens dans plein de pays, sur le mobile, sur le web, avec des petits débits, des hauts débits, qui sont des problématiques extrêmement compliquées. Et je trouve qu'en France, on a vraiment tous les atouts, à la fois chez les développeurs, chez les étudiants en mathématiques, etc., pour voir émerger de nouveaux services comme ça. Et je trouve que c'est très bien de faire parler Deezer parce que ça doit être le symbole de cette nouvelle génération d'entrepreneurs français qui, grâce à l'Internet et au mobile, arrive à créer des nouveaux services à très forte valeur ajoutée et à le distribuer, comme Deezer, dans 130 pays. Alors c'est un peu bizarre de parler partenariat parce qu'en fait, Facebook ne signe jamais de partenariat. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui est ouverte où n'importe quel développeur peut faire n'importe quoi avec ce qu'on appelle les API de Facebook. Donc n'importe qui peut, en 10 minutes, développer une application Facebook et la servir sur le web, sur le mobile, etc. Mais c'est vrai que ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que Facebook a une stratégie de plateforme quasiment dès le départ. Et c'est vrai que de 2004 à 2007, on utilisait sur Facebook uniquement les produits développés par les développeurs de Facebook. Et en 2007, Mark Zuckerberg a lancé la plateforme Facebook qui permettait à des sociétés tierces, comme Deezer, comme Sismic, de développer des expériences et des innovations sur Facebook. Et donc ça a permis à des gens qui développaient du logiciel ou des applications, ou même des gens qui géraient leur marque, de toucher des millions et des millions d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'on ne veut surtout pas rentrer en concurrence avec nos propres partenaires. On aurait pu faire Facebook Music tout seul et vendre de la musique nous-mêmes. On a préféré aller voir nos amis de Deezer et de Spotify et de leur proposer de créer ces expériences-là. Pareil dans le jeu. Quand vous jouez à des jeux sur Facebook, vous jouez à des jeux qui ne sont pas développés par nous, qui sont développés par des partenaires, des tiers, des très grands et des tout petits. La France est quasiment championne d'Europe du social gaming sur Facebook. La première société de social gaming cotée en bourse dans le monde, c'était pas Zynga, c'était eSchool à Paris. Et c'est vrai que ça crée des opportunités gigantesques. Et on n'est qu'au tout début de cette nouvelle économie Facebook en Europe et en France. Facebook, c'est pour nous une manière de renforcer le capital sympathie de la marque, donc de créer du lien avec nos clientes d'une manière différente. Et pour ça, c'est vrai que c'est un outil unique et formidable. Il faut voir Facebook comme une plateforme pour distribuer des actifs immatériels ou matériels dans l'e-commerce. C'est un endroit où se fait beaucoup de recommandations. Donc il faut savoir jouer avec ça et vraiment considérer Facebook pour ce potentiel-là qui est vraiment la révolution par rapport à ce qui n'existait pas avant les réseaux sociaux. C'est vraiment ce côté distribution et monétisation. Dans Facebook, moi je distingue deux grands aspects. Il y a l'aspect acquisition de trafic, où là ils sont très bons. Donc des bons rendements, peut-être des problèmes de scalabilité encore pour drainer assez de trafic pour concurrencer Google. Et une deuxième partie qui est l'aspect plutôt social où nous on trouve un intérêt qui est d'avoir en temps réel des remontées de problématiques clients. Il y a un aspect temps réel qui est assez sympa chez Facebook ou sur toutes ces plateformes sociales, c'est de pouvoir quand vous n'êtes pas bon ou quand vous êtes bon, avoir en temps réel le feedback du consommateur et de pouvoir changer, lui répondre et avoir cette interaction qui est quand même et qui est extrêmement important dans notre business. Car c'est assez facile d'acquérir des clients, ils nous coûtent assez cher et c'est encore plus dur de les retenir. Donc si on montre une bonne réactivité et une bonne écoute auprès des clients, on améliore la possibilité d'avoir un réachat dans notre secteur. On peut construire des applications Facebook en dehors de Facebook. C'est ce que fait Deezer, c'est ce que fait Sismic, c'est ce que fait Les Échos quand vous rajoutez un bouton like sur le site. Nous, notre vision, par exemple, dans le domaine de l'e-commerce, c'est qu'on considère que c'est pas normal qu'on ait tous les mêmes pages d'accueil sur un site comme Vente Privée ou comme Promo Vacances. On peut typiquement imaginer une intégration de la plateforme Facebook sur Promo Vacances, où je me connecte avec mon compte Facebook, et il me dit, voilà les endroits où tes amis ont été, et les endroits que tes amis ont préférés, et il me dit, tu as fait 20 check-in l'année dernière à Biarritz, il y a un billet pour toi pas cher ici.
Donc c'est d'apporter la recommandation qui se passe sur Facebook, parce que Facebook est l'endroit de la recommandation, dans des services tiers. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu d'intégration, à part peut-être sur TripAdvisor ou chez certaines startups américaines comme Etsy ou Hunch, dans le domaine de l'e-commerce, qui apportent ce niveau de recommandation-là en dehors de Facebook. Ce que vous êtes en train de nous évoquer les uns et les autres de différentes manières, c'est la mine d'or que représente justement la donnée et la qualification des fichiers sur les clients et leur comportement. Ah oui, c'est ça qui est au cœur de la centrale nucléaire que vous êtes en train de Oui, parce que je l'apporte avec moi quand je vis des expériences. Quand je vais sur Deezer, il me recommande de la musique et il ne recommande pas la même chose à tout le monde. Parce qu'il sait ce que j'ai écouté chez Deezer et il sait ce que j'ai liké sur Facebook en dehors de Facebook. Donc c'est pour ça que j'ai une expérience qui est unique et personnalisée et qui me fait revenir sur Deezer. C'est ce côté, j'ai une recommandation qui n'est que pour moi. Et c'est vrai qu'on le voit dans ce domaine-là, on ne l'a pas encore vu dans l'e-commerce, mais en tout cas on y travaille activement. Je pense très important de se forcer à aller vers le client, même si on est dans un univers qui reste quand même très virtuel. Je pense que les outils ne remplacent pas pour autant les outils classiques. Par exemple, le email marketing, c'est toujours en pleine croissance. Ce qui a changé, je crois, c'est la relation de confiance qu'on crée, vous l'avez dit d'ailleurs, avec les marques. C'est-à-dire que c'est très difficile de cacher sous le tapis des défauts. Avant, on pouvait. Et aujourd'hui, les clients parlent sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur tous ces réseaux. On touche à un élément important, c'est tout ce qui concerne la problématique de la réputation. C'est-à-dire, si on fait une erreur, la sanction est immédiate et elle est extrêmement rapide. Transparence totale. Et comment on gère ça, justement? On gère ça en écoutant. Et de plus en plus, il y a cette mode du community manager dans les entreprises. Mais je pense vraiment qu'il faut quelqu'un, et il faut que le chef d'entreprise le fasse. On a intérêt à l'internaliser ou il y a des officines, des boîtes spécialisées, des agents spécialisés? Je pense qu'il faut surtout que la direction, quelle que soit l'entreprise, le comprenne et le chef d'entreprise lui-même écoute. S'il ne parle pas, c'est pas très grave, c'est mieux s'il parle. Mais c'est très important d'écouter parce que moi, je suis toujours le premier au courant d'un problème dans une de mes entreprises, que ce soit sur Sismic, je ne sais pas si ça ralentit par exemple, je veux le savoir tout de suite, quelqu'un va le mettre sur Twitter. C'est un feedback permanent en fait qui est très très intéressant, qui permet aux gens d'améliorer leurs produits. Je pense que un de mes conseils principaux quand on me demande, quand on démarre une entreprise en ce moment, le plus important c'est de créer la première petite communauté de clients ou d'utilisateurs qui va devenir vos fans. Vous n'avez pas besoin d'1 million de clients. Vous avez besoin d'une cinquantaine, une centaine, 1000 c'est mieux bien sûr, de fans, de gens qui sont vraiment passionnés par ce que vous faites, et peu importe l'ambition, et au début c'est tout petit, c'est pas grave, et qui vont discuter avec vous. Et qui vous diront tout, quoi. Voilà. Et qui vont vous dire ça j'aime, et qui vont faire des suggestions constantes sur le produit, qui vont vous dire ça il faut le changer, et ensuite vous faites une itération permanente. Et ça, c'est fantastique. Et c'est beaucoup plus puissant que le marketing, parce qu'en fait, le marketing, vous créez le produit d'abord, vous l'imposez après, ça marche ou ça marche pas, vous avez fait votre campagne. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous créez d'abord une communauté et qui est ensuite beaucoup plus fidèle. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce, moi, je vous conseillerais bâtir votre différence sur, si ce n'est pas sur le prix, c'est sur l'offre. Donc concentrez tous vos efforts sur une offre avec un positionnement marqué et voilà, déployer toute la puissance de cette offre au travers de la marque. Aujourd'hui, si vous réfléchissez à monter une boîte, la question de la géographie est en fait cruciale. C'est ce que vous regardez pour votre ville, votre région, votre pays, etc. Attendez, quand vous dites la géographie cruciale, c'est-à-dire quoi? La zone sur laquelle... Le marché que vous voulez adresser. D'accord. Et là, on a souvent l'habitude de dire qu'en France, c'est compliqué, parce qu'une bonne idée, elle est aussi compliquée à mettre en place qu'aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, elle sera entre 5 et 20 fois plus grosse, parce que le territoire est plus grand. Et ben moi, je pense que c'est une chance inouïe, parce que ça nous oblige à sortir de nos frontières et qu'on est plus prêt à affronter la complexité de l'international. Les boîtes américaines, pour eux, le franchissement, alors je ne parle pas de boîtes globales, qui vraiment, sur lesquelles la notion de frontière n'a pas beaucoup d'importance, mais aujourd'hui, un territoire comme la France est un territoire qui est un bon mélange entre un territoire domestique suffisamment important pour pouvoir exister, être rentable, et en même temps suffisamment petit, entre guillemets, pour nous obliger à aller de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, c'est le bordel de l'Europe, c'est-à-dire c'est d'une complexité sur laquelle on sera beaucoup plus armé que les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on développe une entreprise sur le web, il faut avoir cette logique-là. Une société qui n'est pas rentable
sur son pays de départ, c'est très dangereux de se lancer à l'international, sauf s'il y a une notion d'économie d'échelle très importante, qui est propre au business model. Mais je pense que cette notion d'ambition et de timing des ambitions, elle est aussi liée à votre environnement actionnarial. Parce que si aujourd'hui on est sans entrepreneur, moi j'ai envie de dire, soyez plutôt concentrés sur un objectif. Si c'était le salon du private equity et du capital risque, je dirais soyez ambitieux, parce que ce n'est pas le même profil. Je ne pense pas que les entrepreneurs souffrent en général d'un manque d'ambition. Bon, la communauté, j'en ai parlé au début, les premiers utilisateurs, les fans, c'est très important de les rendre très très heureux. Et puis je terminerai avec une tarte à la crème, mais ne pas avoir peur de l'échec. Et je pense que c'est un galon de plus de se planter. Et qu'il faut surtout ne pas avoir peur de l'échec. Il faut au contraire en parler et il faut tuer les produits qui ne marchent pas le plus vite possible et se renouveler en permanence. Et il n'y a aucune honte si vous créez une entreprise, vous plantez, vous en savez beaucoup plus que celui qui n'a pas essayé.